Chapitre 32. Oh Seigneur Jésus, gémit Yann, en faisant un mouvement convulsif en avant. Geoffrey saisit le bras de son ami. Le battement régulier des tambours pulsait dans sa tête, comme quelque chose que l'on entendrait dans un délire meurtrier. Autour d'eux, les abeilles bourdonnaient, mais l'une s'arrêta. Paul souleva la machine à écrire et la secoua. Au bout d'un moment, une petite pièce métallique tomba sur la planche posée entre les bras du fauteuil roulant. Il la prit et la regarda. C'était la barre du thé. La machine à écrire venait tout simplement de se débarrasser de son thé. Il pensa « Je vais me plaindre à la direction. Je ne vais pas me contenter de demander une nouvelle machine à écrire, mais l'exiger, foutre Dieu. Elle a assez d'argent, je sais qu'elle en a assez. Il est dans des pots à confiture, planqués quelque part dans la grange, ou bien dans un trou du mur de son rigoloir. Mais cette salope d'écureuil a du pognon, et le thé, bon Dieu, la deuxième lettre la plus courante en anglais. » Bien entendu, non seulement il n'exigerait rien d'Annie, mais il demanderait même pas quoi que ce soit. Naguère, il y avait eu quelqu'un qui aurait au moins demandé, un homme qui souffrait infiniment plus, un homme qui n'avait rien eu à quoi se raccrocher, pas même ce bouquin merdeux. Cet homme lui aurait demandé. Blessé ou pas, cet homme aurait eu assez de cran pour au moins essayer de tenir tête à Annie Wilkes. Il avait été cet homme, et il se dit qu'il aurait dû avoir honte. Mais cet homme jouissait de deux grands avantages sur lui. Il avait été en possession de ses 2 pieds et de ses 2 pouces. Paul resta immobile, pensif, pendant quelques instants, relut les dernières lignes en remplissant mentalement les lettres manquantes et se remit simplement au travail. Cela valait mieux ainsi, valait mieux ne rien demander, valait mieux ne pas provoquer. À sa fenêtre, des abeilles bourdonnaient. On était au premier jour de l'été. Près d'eux, les autres passaient à côté d'eux et fonçaient vers la clairière, comme attirés par un aimant, ce qu'ils avaient été, pensa Geoffrey. « Laisse-moi tranquille, gronda Yann. » Il se tourna vers Geoffrey, le poing menaçant. Il avait les yeux exorbités et le regard fou, le visage livide, et il semblait ne plus connaître celui qui l'empêchait de se précipiter vers son amour. Geoffrey se rendit compte, avec une froide certitude, que ce qu'ils avaient aperçu, lorsque Ézéchias avait écarté l'écran protecteur des buissons, avait été bien près de rendre Yann fou. Il vacillait encore à la limite de la folie, et le moindre geste risquait de le faire basculer définitivement. Si jamais cela arrivait, il prendrait Misérie avec lui. « Yann ! Non, je te dis de me laisser !» Yann se débattit violemment, et Ézéchias gémit d'une voix affolée. « Non, Bwana, toi wand les abeilles furieuses et les abeilles piquées la maham !» Yann parut ne pas l'entendre. Une lueur sauvage dans l'œil, il lança un coup de poing à Geoffrey, frappant son vieil ami à la pommette. Une gerbe d'étoiles noires fila sous le crâne de Geoffrey. Malgré son étourdissement, il vit Ézéchias qui commençait à faire osciller le gaucha, ce sac rempli de sable qu'utilisaient les bourcasses pour travailler de près, mais qui pouvait se révéler mortel, et eut le temps de siffler « Non, laisse-moi m'occuper de ça !» À regret, Ézéchias laissa le gaucha s'immobiliser, tel un pendule, à l'extrémité de sa lanière de cuir. Puis un nouveau coup de poing envoya la tête de Geoffrey en arrière. Celui-ci lui écrasa les lèvres sur les dents, et il sentit le goût douceâtre et salé à la fois du sang qui lui coulait dans la bouche. Il y eut une sorte de bref ronronnement aigre. La chemise de Yann, déjà délavée par le soleil et usée en bien des endroits, venait de se déchirer dans la main de Geoffrey. Dans une seconde, Yann serait libre. Avec une stupéfaction hébétée, Geoffrey se rendit compte que c'était la même chemise que Yann avait portée lors du dîner du baron et de la baronne 3 jours auparavant. Oui, la même. Il n'avait pas eu un seul instant pour se changer depuis, ni les uns ni les autres. 3 jours seulement. Mais on aurait dit que Yann avait porté cette chemise 3 ans, et Geoffrey avait l'impression que 3 siècles s'étaient écoulés depuis cette soirée. Seulement 3 nuits, pensa-t-il de nouveau, toujours stupéfait et hébété, puis Yann se mit à faire pleuvoir les coups sur lui. « Laisse-moi partir par l'enfer !» criait Yann, en martelant de son poing ensanglanté le visage de son ami. Cet ami pour qui, s'il avait été dans son bon sens, il aurait sacrifié sa vie au besoin. « Veux-tu montrer ton amour pour elle en la tuant ?» lui demanda calmement Geoffrey. « Si c'est ce que tu veux, alors il faudra que tu m'assommes avant, mon vieux. » Le poing de Yann hésita. Quelque chose comme un peu de raison parut revenir dans son regard terrifié, affolé. « Il faut que j'aille auprès d'elle, murmura-t-il, comme un homme qui rêve encore. « Je suis désolé de te frapper, Geoffrey, vraiment désolé, cher vieil ami, et je suis sûr que tu me crois, mais je dois... Tu la vois... » Il regarda de nouveau, comme s'il voulait s'assurer de l'horreur de cette vision,
et eut l'air de vouloir une fois de plus se précipiter vers Misery, qui se trouvait attaché à un poteau, main par-dessus la tête, au milieu de la clairière. Brillant à ses poignets et la retenant à la branche la plus basse de l'eucalyptus solitaire au milieu de la clairière, on voyait un objet dont les bourcasses s'étaient apparemment entichées avant d'envoyer le baron Heidzig dans la bouche de l'idole et vers ce qui était sans aucun doute un sort funeste, des menottes d'un acier bleuâtre. Cette fois-ci, ce fut Ézéchia qui saisit Yann, mais les buissons bruirent à nouveau et Geoffrey regarda dans la clairière. Sa respiration s'était arrêtée dans sa gorge, comme un morceau de tissu peut rester sur une ronce. Il se sentait comme un homme qui doit escalader une pente rocheuse avec un dangereux chargement d'explosifs dans les bras. Une piqûre, songea-t-il, une seule piqûre, et c'en était fait d'elle. « Non, Bwana, non, messieurs, répétait Ézéchia, avec une sorte de patience terrifiée. C'est comme dit l'autre, Bwana, les abeilles s'éveilleront de leur rêve. Et avec les abeilles éveillées, une piqûre ou 1000 piqûres, c'est pareil. Si les abeilles s'éveillent de leur rêve, nous tous mourir, et elles mourir la première, à feu. » Petit à petit, Yann se calma entre les deux hommes, le noir et le blanc. À contre-cœur et horrifié, il tourna la tête vers la clairière, comme s'il ne voulait pas regarder, et pourtant ne pouvait s'en empêcher. « Mais qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'allons-nous faire pour ma pauvre Misery chérie ?» « Je ne sais pas » furent les paroles qui vinrent aux lèvres de Geoffrey. Il était lui-même dans un tel état de détresse qu'il eut toutes les peines du monde à les refouler. Ce n'était pas la première fois qu'il constatait que le fait que Yann possédât la femme que lui-même aimait aussi chèrement, même si c'était en secret, permettait à celui-ci de se laisser aller à une forme étrange d'égoïsme, presque une hystérie féminine à laquelle Geoffrey devait renoncer. Après tout, aux yeux du reste du monde, il était simplement l'ami de Misery. Oui, simplement son ami, pensa-t-il, avec une ironie qui frisait l'hystérie, puis ses propres yeux furent attirés par la clairière, vers son ami. Misery ne portait pas le moindre vêtement, et cependant Geoffrey put se dire à juste titre que la plus prude des grenouilles de bénitier n'aurait pu l'accuser d'indécence. Cette hypothétique vieille fille pudique serait sans doute partie en courant à la vue de Misery, mais les cris qu'elle aurait poussés auraient été dus bien davantage à la terreur et au choc qu'au sentiment d'un attentat à la pudeur. Si Misery ne portait pas le moindre vêtement, elle était pourtant loin d'être nue. Elle était vêtue d'abeilles, de la pointe des orteils au sommet du crâne, jusque par-dessus ses cheveux châtains. Les abeilles la recouvraient. On aurait presque dit qu'elle portait quelque étrange habit de religieuse, étrange car il ne cessait de se mouvoir et d'onduler sur les renflements de ses seins et de ses hanches, alors qu'il n'y avait pas le moindre souffle d'air. De même, son visage semblait pris dans un voile pudique de musulmane. Seuls ses yeux bleus se détachaient du masque d'abeille grouillant paresseusement sur son visage, et qui lui cachait la bouche, les narines et le menton. D'autres abeilles, de l'espèce africaine géante brune, les abeilles les plus venimeuses et les plus vindicatrices du monde, allaient et venaient sur les bracelets d'acier du baron avant de se mêler aux gants vivants qui couvraient les mains de Misery. Sous les yeux de Geoffrey, les abeilles ne cessaient d'arriver dans la clairière, de toutes les directions. Pourtant, il était clair pour lui, en dépit de l'état d'épuisement nerveux dans lequel il se trouvait, qu'elles arrivaient surtout de l'ouest, de là où se dressait le grand et sombre visage de pierre de la déesse. Les tambours continuaient de battre leur rythme lancinant, grondement qui, à sa manière, était presque aussi soporifique que le bourdonnement incessant des abeilles. Mais Geoffrey savait à quel point était trompeuse cette impression de somnolence. Il avait vu ce qui était arrivé à la baronne, et il remerciait Dieu que ce spectacle eût été épargné à Yann. Comme lui avait été épargné ce bourdonnement somnolent, montant brusquement pour se transformer en vrombissement hargneux de tronçonneuse, un son tout d'abord étouffé, puis qui avait fini par noyer les hurlements terrifiés de la femme en train de mourir. Certes, elle s'était montrée bien vaine et bien imprudente, dangereuse même, et elle avait même failli les faire tous périr lorsqu'elle avait libéré le maître pisteur de Stringfellow. Mais stupide ou non, folle ou non, dangereuse ou non, personne au monde ne méritait mort comme la sienne. Dans son esprit, Geoffrey entendait encore l'écho des questions angoissées de Yann. « Qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'allons-nous faire pour ma pauvre Misery chérie ?» C'est Ézéchia qui répondit. « Rien pouvoir faire maintenant, Bwana. Tant que les tambours continuent à battre, pas de danger, et la Maham, elle va dormir aussi. » Maintenant, les abeilles la dissimulaient sous une épaisse couverture mouvante. Ses yeux, ouverts, mais qui ne voyaient rien, semblaient s'enfoncer dans une grotte vivante faite d'abeilles qui rampaient, trébuchaient et bourdonnaient. « Et si les tambours s'arrêtent ?» demanda Geoffrey, d'une voix basse et mal assurée. Et à cet instant précis, leur battement cessa. Pendant un moment,
Incrédule, Paul regarda la ligne qu'il venait de commencer, puis souleva la royale. Cette machine qu'il avait soulevée comme un haltérophile quand elle n'était pas dans la pièce, Dieu seul savait pourquoi, et la secoua de nouveau. Les barres cliquetèrent, et un autre morceau de métal tomba sur la planche qui lui servait de bureau. De l'extérieur, il entendait venir le ronronnement bruyant de la tondeuse à gazon d'un bleu éclatant d'Annie, une tondeuse autotractée avec laquelle elle manucurait la pelouse, afin que ses biscornouilles de Reutemann n'aillent pas raconter partout que son gazon n'était pas entretenu. Il reposa la machine à écrire et la plaça de champ, de manière à pouvoir repêcher ce nouveau cadeau surprise. Il l'examina dans la lumière éclatante de l'après-midi qui pénétrait à flot par la fenêtre. Son expression d'incrédulité ne le quitta pas. Gravé en relief et à l'envers dans la tête de la barre, noircie d'encre, on lisait les lettres E. Histoire de rendre les choses encore plus drôles, la vieille royale venait de recracher la lettre la plus utilisée de l'alphabet anglais. Paul regarda le calendrier. Sur l'image, on voyait une prairie en fleurs, et mai était inscrit au-dessus. Mais Paul s'était fait son propre calendrier, qu'il conservait sur un bout de papier. D'après ce dernier, on était le 21 juin. Envolées, les paresseuses journées d'été, tissées de brume et de folie, pensa-t-il amèrement. Et il expédia la barre dans la direction approximative de la corbeille à papier. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant se demanda-t-il. Mais il savait bien entendu ce qu'il allait faire. Écrire à la main. Voilà ce qu'il allait faire. Mais pas maintenant. Alors qu'il s'échinait encore comme un malade quelques secondes auparavant, tant il avait hâte de jeter Yann, Geoffrey et le toujours drôle Ézéchias dans l'embuscade tendue par les Bourcasses, afin que tout le groupe se retrouvât au fond des grottes derrière le visage de l'idole dans un final à tout casser, il se sentit soudain très las. Le trou dans le papier venait de se refermer avec un bang, sans réplique. Demain, il continuerait à la main. Fais chier, à la main. Faut te plaindre à la direction, mon petit Paul. Mais il n'en était pas question. Annie était devenue beaucoup trop imprévisible. Il écouta le ricanement monotone de la tondeuse à gazon et aperçut la silhouette d'Annie juchée dessus. Comme souvent, lorsqu'il pensait à quel point Annie devenait bizarre, l'image de la hache qui se soulevait puis retombait vint hanter son esprit, suivie de celle de son visage horrible à la mortelle impassibilité, éclaboussée de sang. Image limpide et nette. Chacune des paroles d'Annie, chacun des cris qu'il avait poussés, le grincement de la hache s'arrachant à l'os sectionné, le sang sur le mur, tout était d'une limpidité cristalline. Et comme il le faisait aussi souvent, il essaya d'interrompre cette évocation, arrivant une seconde trop tard. Comme le moment crucial de l'intrigue de Fastcars concernant le très grave accident de Tony Bonassaro dans son ultime effort désespéré pour échapper à la police, ce qui conduisait à l'épilogue, l'interrogatoire musclé de Tony dans sa chambre d'hôpital par le partenaire de feu, le lieutenant Gray. Paul avait interrogé un certain nombre de victimes d'accidents de la route. Et presque toujours, on lui avait fait la même réponse. Les emballages différaient, certes, mais en fin de compte, on en revenait au même point. Je me souviens d'être monté dans la voiture, et je me souviens de m'être réveillé ici, mais rien de ce qui s'est passé entre-temps. Par quel malheur ne lui était-il pas arrivé la même chose? Parce que les écrivains se rappellent tout, Paul, en particulier ce qui fait mal. Fous un écrivain à poil, fais le tour de ses cicatrices, et il te racontera en détail l'histoire de la plus petite d'entre elles. Les grandes sont à l'origine des romans, pas l'amnésie. C'est tout à fait utile d'avoir un peu de talent pour devenir écrivain, mais la seule chose qui soit absolument indispensable, c'est la capacité de se souvenir de la moindre cicatrice. L'art, c'est la persistance de la mémoire. Qui avait dit ça? Thomas Satz, William Faulkner ou Cyndi Lauper? Mais ce dernier nom évoqua un autre souvenir pénible et douloureux dans de telles circonstances. Cyndi Lauper chantant joyeusement, de sa voix octante, « Girls just want to have fun ». Il avait presque l'impression d'entendre encore son timbre. Il eut soudain envie d'entendre un air de rock, avec encore plus de force qu'il avait jamais désiré une cigarette. Pas chanté obligatoirement par Cyndi Lauper, n'importe qui aurait fait l'affaire. D'où Jésus, même Ted Nugent lui aurait bien convenu. La hache qui retombe, le sifflement de la hache. Mais n'y pense pas, n'y pense plus. Mais c'était stupide. Il n'arrêtait pas de se dire de ne pas y penser, sachant pourtant que le souvenir était là, aussi importun qu'un os coincé dans la gorge. Allait-il le laisser là, ou se comporterait-il en homme et prendrait-il les moyens de se faire vomir cette saloperie? Un autre souvenir lui vint alors à l'esprit. On aurait dit une émission spéciale de Radio Nostalgie à l'intention de Paul Sheldon aujourd'hui. Souvenir d'un film cette fois. Oliver Reed dans le rôle du savant fou mais diaboliquement persuasif dans The Brood de David Cronenberg. Reed invitant ses patients de l'Institut de psychoplasmatique
appellation que Paul avait trouvée délicieusement comique, à passer au travers de l'épreuve, sans rien éviter en prenant tous les coups. Eh bien, dans certains cas, le conseil n'était peut-être pas si mauvais. Je suis déjà passé au travers une fois, ça suffit, non? Arrête un peu de te raconter des conneries. Si passer au travers des épreuves une fois suffisait, il se serait retrouvé un abruti de marchand d'aspirateur, comme son père. Alors fonce, mon vieux, refais tout le chemin, Paul. Commence avec misérie. Oh non, et si? Non, va chier. Paul s'inclina en arrière, mit les mains sur les yeux et, bon gré mal gré, se mit en route, pour toute l'épreuve. Il n'était pas mort, il n'avait pas dormi, mais au bout d'un moment, après avoir été estropié par Annie, la douleur s'était estompée. Il avait eu l'impression de dériver, comme détaché de son propre corps, montgolfière de pensées pures ayant largué les amarres. Et merde, pourquoi se tracasser? Elle l'avait fait, et tout le temps qui s'était écoulé depuis n'avait été que souffrance et ennui, entrecoupés d'accès de travail sur ce livre stupidement mélodramatique pour échapper à l'une et à l'autre. Tout cela n'avait aucun sens. Oh, mais pas du tout. Il y a un thème sous-jacent ici, Paul. Le fil caché qui relie toute chose. Le fil de la vérité. Ne le vois-tu pas? Misérie, évidemment. Misérie était ce fil qui reliait les choses entre elles. Cependant, vrai ou faux, il n'en était pas moins sacrément crétin. En tant que nom commun, misère était en général synonyme de souffrance prolongée et souvent inutile. En tant que nom propre, il caractérisait un personnage et une intrigue. Cette dernière était sans aucun doute prolongée et inutile, mais néanmoins elle ne tarderait pas à rapidement arriver à son terme. Des misères, il en avait eu durant les 4, à moins que ce ne fussent 5 derniers mois de sa vie, c'est sûr, des tas de misères, des jours avec, des jours sans, mais c'était certainement trop simple, certainement. Oh non, Paul, rien n'est simple avec Misérie. N'oublie pas que tu lui dois la vie, que tu le veuilles ou non, car après tout, tu es devenu Scheherazade, non? Une fois de plus, il s'efforça de chasser ses pensées et en fut incapable. La persistance de la mémoire et tout le tralala. Les écrivaillons, eux, veulent simplement se marrer, puis une idée inattendue se présenta, une idée nouvelle qui ouvrait un champ de réflexion encore vierge. Ce que tu as négligé de reconnaître jusqu'ici, tant c'était évident, et que tu jouais, que tu joues encore, le rôle de Scheherazade vis-à-vis de toi-même. Il sia, abaissa les mains et contempla, l'air stupide, l'été qu'il avait bien cru ne jamais voir. L'ombre d'Annie passa et disparut à nouveau. Est-ce que c'était vrai? Scheherazade vis-à-vis de moi-même, se répéta-t-il en son fort intérieur. Dans ce cas, il se trouvait confronté à une absurdité de proportions colossales. Il devait sa survie au fait qu'il voulait achever ce chef-d'œuvre de nullité que Annie l'avait forcé à écrire. Il aurait dû mourir, mais n'avait pas pu. Il fallait d'abord savoir comment ça allait se terminer. Mais t'es vraiment foutrement cinglé? T'es bien sûr? Non, il n'en était pas très sûr. Il n'était plus sûr de rien, d'ailleurs. À une exception près, toute sa vie avait tourné et continuait de tourner autour de Misérie. Il laissa son esprit partir à la dérive. Le nuage, songea-t-il, commence avec le nuage. Cette fois-ci, le nuage avait été plus sombre, plus dense, et d'une certaine manière plus moelleux. Il avait éprouvé une sensation non pas de flottement, mais de glissade. Il était parfois traversé de pensées, parfois d'élancements douloureux, parfois encore, faible et lointaine, il entendait la voix d'Annie, avec des intonations semblables à celles qu'elle avait eues lorsqu'elle avait craint qu'en brûlant dans le barbecue, le manuscrit ne mit le feu à toute la maison. « Buvez cela, Paul, il le faut absolument !» Glisser? Non, ce n'était pas du tout le mot juste. Il fallait plutôt parler de sombrer. Il se souvint d'un appel téléphonique à 3 heures du matin, à l'époque où il était au collège. Le pion endormi du 4e était venu cogner à sa porte, lui disant de venir répondre au foutu téléphone. Sa mère. « Viens aussi vite que tu peux, Polly. Ton père vient d'avoir une crise cardiaque. C'est grave, il sombre. » Et il était venu aussi vite qu'il avait pu, poussant la vieille Ford jusqu'à 120 en dépit des vibrations de la direction dès qu'il dépassait le 100 à l'heure. Tout cela pour rien, en fin de compte. À son arrivée, son père ne sombrait plus, mais gisait définitivement par le fond. Dans quelle mesure avait-il été sur le point de sombrer, lui aussi définitivement, la nuit de la hache? Il l'ignorait, mais le fait qu'il n'eût presque pas ressenti de douleur pendant la semaine qui avait suivi l'amputation montrait sans doute à quel point il en avait été prêt. Cela ainsi que la note de panique dans la voix d'Annie. Il était resté dans un demi-coma, respirant à peine à cause des effets secondaires du traitement médical auquel elle l'avait soumis. Le goutte à goutte de glucose de nouveau fiché dans le bras.
Ce qui l'avait sorti de là, c'était le battement des tambours et le bourdonnement des abeilles. Les tambours bourcassent, les abeilles bourcassent, les rêves bourcassent. Segment de couleurs, lent et incessant, vers un pays et une tribu qui n'avaient jamais existé au-delà de la feuille de papier sur laquelle il écrivait. Rêve de la déesse, du visage de la déesse, noir et menaçant au-dessus de la jungle verte, ruminant des songes moroses et s'érodant, sombre déesse, sombre continent, pierre pleine d'abeilles. Recouvrant même ce tableau, il y en avait un autre, de plus en plus clair et précis avec le temps, comme si l'on avait projeté une diapositive géante sur le nuage dans lequel il gisait. Image d'une clairière au milieu de laquelle se dressait un vieil eucalyptus, accroché à la plus basse de ses branches, une paire de menottes démodées d'acier bleui. Des abeilles grouillaient dessus, les menottes étaient vides. Elles étaient vides parce que Misérie s'était enfuie. Elle s'était bien échappée, non? N'est-ce pas ainsi que l'histoire devait se poursuivre, en principe? Oui, en principe, mais il n'en était plus aussi convaincu. Que signifiaient ces menottes vides? Qu'elle s'était enfuie ou qu'on l'avait enlevée? Pour l'emporter dans l'idole? Pour la mener à la reine des abeilles, la super nana des bourcasses? Tu as aussi été chez Razad vis-à-vis de toi-même. Pourquoi racontes-tu donc cette histoire, Paul? Et à qui la racontes-tu donc? À Annie? Non, évidemment. Il ne se penchait pas sur le trou dans le papier pour Annie, ni pour lui faire plaisir. Il s'y enfonçait au contraire pour fuir Annie. La douleur était revenue, avec les démangeaisons. Le nuage s'éclaircit encore une fois se dissipa. Il commença à apercevoir la chambre, ce qui était malsain, et Annie, ce qui l'était davantage encore. Cependant, il avait décidé de vivre. Quelque chose en lui, qui était tout aussi accro au feuilleton à suivre que Annie lorsqu'elle était enfant, avait décidé qu'il ne pouvait pas mourir sans savoir comment tout cela se terminait. S'était-elle échappée avec l'aide de Yann et de Geoffrey, ou avait-elle été traînée dans le crâne de la déesse? C'était ridicule, mais ces questions stupides paraissaient réellement exiger une réponse. Elle ne lui permit pas de se remettre au travail, du moins pas tout de suite. Il comprenait, à son regard fuyant, à quel point elle avait eu peur, à quel point elle avait encore peur, qu'il revenait de très très loin. Elle prenait soin de lui de manière extravagante, allant jusqu'à lui changer le pansement de son moignon sanguignolant toutes les 8 heures. Et au début, l'avait-elle informé, avec l'air de quelqu'un sachant qu'il n'aurait jamais de médaille pour ce qu'il avait fait, alors pourtant qu'il en méritait, une fois toutes les 4 heures. Le lavant longuement à l'éponge et le frictionnant à l'alcool comme pour nier ce qu'elle avait fait. Travailler, lui dit-elle, lui ferait mal. Ça ne ferait que vous mettre en retard, Paul. Je ne vous le dirais pas si ce n'était pas vrai, croyez-moi. Au moins vous savez ce qui va arriver. Moi, je meurs d'impatience de l'apprendre. Il découvrit qu'elle avait lu tout ce qu'il avait écrit. Son travail d'avant l'intervention chirurgicale, pourrait-on dire, pendant qu'il était resté suspendu entre la vie et la mort, un peu plus de 300 pages tapées à la machine. Il n'avait pas rempli les haines des 40 dernières, ce qu'elle avait fait pour lui. Elle lui montra son travail avec une fierté mêlée de méfiance gênée. Ses haines étaient impeccablement faits, comparés aux siens, devenu une espèce de bosse informe. Bien qu'elle ne lui eût jamais dit, il croyait que Annie avait accompli cette tâche fastidieuse, soit comme preuve supplémentaire de sollicitude. Comment pouvez-vous prétendre que j'ai été cruel avec vous, Paul, moi qui ai rempli tous ces haines manquants? Soit en tant qu'acte de contrition, ou encore, peut-être, comme rite de quasi-superstition. Suffisamment de lavage à l'éponge, suffisamment de haine remplie, suffisamment de changement de pansement, et Paul vivrait. La femme abeille Bourcasse doit être puissante magicienne, Buona. Elle remplit tous ces bons lieux de haine, et il y voit très bien ensuite. C'est comme ça qu'elle avait commencé, puis était venu le moment du « il faut que ». Paul connaissait tous les symptômes. Lorsqu'elle disait qu'elle mourrait d'envie de connaître la suite, elle ne plaisantait pas. Parce que tu continues à vivre pour savoir ce qui va se passer ensuite, c'est bien ce que tu dis, Annie. Aussi stupide que cela fût, et même scandaleux, tant c'était absurde, il pensait ne pas se tromper. Il faut que... Il avait découvert avec une certaine irritation que c'était quelque chose qu'il pouvait provoquer quasiment à volonté dans les Miséries, alors qu'il n'arrivait pas à le contrôler dans ses autres romans plus sérieux. On ne savait jamais tout à fait où découvrir le « il faut que », mais en revanche, on savait lorsqu'on le tenait. Il avait toujours légèrement honte de l'attraper, une impression de manipulation. Mais cela le faisait aussi se sentir agressif dans son travail. Bon sang, des jours passaient et le trou dans le papier restait minuscule. La lumière était mauvaise, les conversations que l'on surprenait sans esprit. On continuait parce que c'était tout ce que l'on pouvait faire.
Confucius disait que si un homme veut faire pousser un sillon de blé, il doit commencer par pelleter une tonne de merde. Puis un jour, le trou s'agrandissait et prenait des proportions cinémascopiques, la lumière brillait à travers comme les rayons du soleil dans une superproduction de Cécile B2000, et l'on savait que l'on tenait le « il faut que » bien vivant et piaffant. Le « il faut que » comme dans « Je pense que je vais continuer encore 15-20 minutes, chérie. Il faut que je vois comment se termine ce chapitre. » Même si le type qui dit ça a passé la journée à imaginer qu'il allait tirer son coup, même s'il sait qu'il y a des bonnes chances pour que sa femme soit endormie lorsqu'il arrivera finalement dans la chambre. Le « il faut que » comme dans « Je sais que je devrais me mettre à préparer le repas. Il va encore gueuler comme un âne si je sors une fois de plus des conserves, mais il faut que je voie comment ce truc finit. Il faut que je sache si elle va vivre. Il faut que je sache s'il attrapera le bâton merdeux qui a tué son père. Il faut que je sache si elle va découvrir que son mari baise sa meilleure amie. Il faut que... Aussi ignoble qu'une pipe taillée au fond des chiottes d'un bastringue minable, aussi raffiné que le mimi de la plus douée des call girls. Oh bon sang que c'est moche, oh bon sang que c'est bon. Oh bon sang à la fin, peu importe vulgarité et brutalité, car à la fin, c'est comme disent la ribambelle des Jackson sur leur disque, n'arrêtez pas tant que vous n'en avez pas assez. Tu es aussi chez Razad vis-à-vis de toi-même ? Ce n'était pas une idée qu'il aurait pu analyser ou même comprendre, pas sur le moment, il souffrait trop. Mais d'une certaine manière, il le savait bien, non ? Non, pas toi. C'est les types qui suent du burnou dans l'atelier en bas. Eux savent. Oui, voilà qui sonnait juste. Le grondement de la tondeuse enfla. Annie fut visible pendant un instant. Elle le regarda, le vit qui lui rendait son regard, et le salua d'un geste de la main. Il leva la sienne, celle qui avait encore un pouce dessus, en réponse, puis elle sortit de son champ de vision. Bonne affaire. Il arriva finalement à la convaincre que travailler, loin de lui faire perdre du terrain, allait lui en faire gagner. Il était hanté par la précision des images qui l'avaient attiré hors du nuage, et hanté était le mot exact. Tant qu'elle n'aurait pas été couchée sur le papier, elle resterait des ombres, attendant d'être exorcisée. Et bien qu'elle ne l'eût pas cru, sur le moment, elle l'autorisa tout de même à se remettre au travail. Non pas parce qu'il l'avait convaincue, mais à cause du « il faut que ». Il n'avait tout d'abord pu travailler que par à-coups brefs et douloureux, 15 minutes, une demi-heure, si l'histoire l'exigeait, mais même ces courtes séances restaient éprouvantes. Le moindre changement de position se traduisait par un violent réveil de son moignon, à la manière dont un tison s'enflamme avec vigueur sous l'effet d'une brise soudaine. Il subissait un vrai supplice pendant qu'il écrivait, mais ce n'était pas le pire. Le pire était les 2 ou 3 heures suivantes, lorsque le moignon en voie de guérison le rendait fou à force de démangeaisons qui bourdonnaient comme un essaim d'abeilles somnolentes sur la cicatrice. Mais c'était lui qui avait eu raison, pas elle. Il ne redevint jamais réellement bien. Cela lui était sans doute impossible dans une telle situation, mais sa santé s'améliora et il reprit quelque force. Il avait conscience du rétrécissement de son horizon et de ses intérêts, mais il l'acceptait comme le prix à payer pour sa survie. Il était déjà miraculeux qu'il eût simplement survécu. Assis devant la machine à écrire, dont le sourire devenait de plus en plus édenté, et repensant à toute cette période faite de travail plus que d'événements, Paul acquiesça. Oui, il avait été sa propre Scheherazade, supposait-il, de même qu'il était la femme de ses rêves lorsqu'il s'attrapait et se masturbait au rythme fiévreux de ses fantasmes. Nul besoin d'un psychiatre pour se rendre compte de l'aspect auto-érotique de l'écriture. On brandouille une machine à écrire au lieu de s'astiquer soi-même, mais l'un comme l'autre dépendent d'une imagination fertile, d'une main rapide et d'un engagement sans faille dans l'art de l'outrance. Mais n'y avait-il pas aussi quelque histoire de baise là-dessous, même si elle était du genre le plus cérébral qui fût? Parce qu'une fois qu'il s'y était mis, eh bien, il se gardait bien de l'interrompre pendant qu'il travaillait, mais elle s'emparait de sa production quotidienne dès que la dernière page était sortie de la machine, ostensiblement pour y ajouter les lettres manquantes, mais en réalité, il ne l'ignorait plus maintenant, de même que les hommes sexuellement subtils savent si celles qu'ils ont draguées coucheront ou non à la fin de la soirée, pour s'injecter sa dose, pour se payer son « il faut que ». Le feuilleton, oui, elle a régressé jusque-là, sauf qu'au cours des derniers mois, elle a eu droit chaque jour, ou presque, à sa dose, au lieu que ce soit seulement le samedi après-midi. Et le Paul qui la lui procure est son écrivain de prédilection au lieu de son grand frère. Ses séances à la machine à écrire devinrent peu à peu plus longues. La douleur s'amenuisait et il retrouvait une partie de son endurance, mais en fin de compte, il n'arrivait pas à écrire assez vite pour satisfaire aux exigences de l'idole.
Le « il faut que » qui les avait conservés tous les deux en vie, et c'était bien ça, sans quoi elle l'aurait assassiné depuis longtemps, se supprimant après, était aussi ce qui lui avait fait perdre le pouce. Horrible, mais également comique d'une certaine façon. Voyons, Paul, un peu d'humour, c'est bon pour ton sang. Et dis-toi que ça aurait pu être bien pire. Tu aurais pu perdre ton pénis, par exemple. Et celui-là, je n'en ai qu'un, fit-il à haute voix, éclatant d'un rire frénétique dans la chambre vide, en face de la royale, tant haïe, avec son sourire de sorcière. Il rit jusqu'à en avoir mal au ventre et au moignon, jusqu'à ce que son esprit eût mal. À un moment donné, ce rire se transforma en horribles sanglots secs qui réveillèrent toutes ses douleurs, y compris dans ce qui restait de son pouce gauche. C'est seulement alors qu'il fut capable de s'arrêter. Il se demanda, d'une manière sinistre, s'il n'était pas sur le point de sombrer dans la démence. Mais au fond, est-ce que cela avait de l'importance ? Un jour, peu de temps avant la dactylotomie du pouce, peut-être moins d'une semaine, Annie était arrivée avec 2 bols géants de crème glacée à la vanille, une boîte de chocolat liquide Hershey, de la crème fouettée en bombe et un bocal dans lequel des cerises au marasquin rouge, comme du sang artériel, flottaient, semblables à des spécimens biologiques. « L'idée m'est venue de vous préparer des glaces aux fruits, Paul », avait dit Annie. Elle parlait d'un ton faussement enjoué, ce qui ne plut pas du tout à Paul. Il n'aima pas davantage son regard fuyant. « Je suis en train de jouer la méchante fille, disait ce regard. Il était sur ses gardes, tous les sens en alerte. Il ne pouvait que trop facilement l'imaginer, avec cette expression, en train de disposer un paquet de linge ou un chat crevé en haut d'un escalier. « Oh, c'est gentil, Annie, merci !» dit-il tout en la regardant verser le sirop de chocolat et gonfler 2 cumulus de crème fouettée avec la bombe à pression. Elle accomplissait ses préparatifs de la main experte d'une vieille accro aux sucreries. « Oh, inutile de me remercier, vous l'avez mérité. Vous avez travaillé tellement dur. » Elle lui tendit son dessert. Il commença à être écœuré dès la 3e cuillerée, mais il continua vaillamment. Il valait mieux. L'une des règles d'or pour survivre, dans ce somptueux cadre panoramique de montagne, était « quand Annie régale, faut s'en foutre plein la dalle ». Il y eut quelques instants de silence, puis Annie reposa sa cuillère, essuya du revers de la main un mélange de crème et de chocolat qui coulait sur son menton et dit d'un ton joyeux « Racontez-moi le reste ». Paul reposa lui aussi sa cuillère. « Je vous demande pardon ? Dites-moi le reste de l'histoire. Je ne veux plus attendre, c'est impossible. » Ne s'était-il pas attendu à quelque chose de ce genre ? Oh, si. Quelqu'un aurait-il apporté les 20 épisodes du feuilleton suivant de Rocketman au complet à la maison d'Annie ? Aurait-elle attendu ? N'en aurait-elle regardé qu'un par semaine, ou même qu'un par jour ? Il contemplait l'édifice transformé en avalanche de son dessert. L'une des cerises disparaissait presque dans la crème fouettée, une autre flottait sur le sirop de chocolat. Il se souvint de l'aspect du salon, avec les assiettes pleines de glace fondue et vitrifiées un peu partout. Non, Annie n'était pas du genre à attendre. Annie aurait regardé les 20 épisodes à la file en une nuit, quitte à en avoir mal aux yeux et à s'offrir une migraine carabinée. Car Annie adorait les douceurs. « Mais c'est quelque chose que je ne peux pas faire, répondit-il. Le visage de l'idole s'était aussitôt assombri, mais il avait cru aussi apercevoir l'ombre d'un soulagement. « Ah, et pourquoi donc ? demanda-t-elle. Mais parce que mon compte serait réglé le lendemain matin, eut-il envie de dire, mais il ravala cette phrase, serrant les dents très fort. Parce que je suis un conteur minable, répondit-il à la place. Elle engloutit le reste de sa glace en 5 cuillerées monumentales, qui auraient refroidi la gorge de Paul en dessous du point de congélation. Puis elle reposa son bol et le regarda avec colère, non pas comme s'il était le grand Paul Sheldon, mais quelqu'un qui aurait eu l'audace de critiquer le grand Paul Sheldon. « Si vous étiez un conteur aussi minable, comment se fait-il que vous avez fait des best-sellers et que des millions de gens adorent ce que vous écrivez ?»« Mais Annie, je n'ai pas dit que j'étais un écrivain minable. Je pense même au contraire que je me défends très bien pour ce qui est d'écrire des histoires. Mais pour ce qui est de les raconter, je ne vaux pas tripette. »« C'est une vraie biscornouille d'excuses que vous me sortez là, dit-elle. Son visage s'assombrit encore. Ses mains se serraient en 2 poings luisants sur le tissu épais de sa jupe. Annie l'ouragan était de retour dans la chambre. Tout recommençait. Sauf que les choses n'étaient plus tout à fait les mêmes. Elle le terrifiait toujours autant, mais son emprise sur lui n'en avait pas moins diminué. Sa vie ne lui paraissait plus une affaire aussi intéressante, il faut que, ou non. Il craignait seulement qu'elle lui fît mal. « Mais ce n'est pas une excuse, avait-il répondu. Les 2 choses sont aussi différentes que des pommes et des oranges, Annie. En général, les gens qui savent raconter des histoires ne savent pas les écrire.
Si vous croyez que les gens capables d'écrire des histoires savent aussi s'exprimer, c'est que vous n'avez jamais regardé un romancier bafouiller et s'empêtrer lors d'une émission littéraire à la télé. Eh bien, je ne veux pas attendre, répliqua-t-elle, boudeuse. Je vous ai préparé un délicieux dessert, et la moindre des choses serait de m'en dire au moins un peu. Je ne veux pas savoir toute l'histoire avec les détails, mais est-ce que le baron tue Calthorpe? Ses yeux brillaient. C'est l'une des choses que j'ai vraiment envie de savoir. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait du corps? Est-ce qu'il le met tout découpé dans ce coffre que sa femme ne quitte jamais des yeux? Moi, c'est ce que je crois. Paul secoua la tête, non pour lui dire qu'elle se trompait, mais qu'il ne parlerait pas. Elle devint encore plus sombre. Sa voix, cependant, restait douce. Vous me mettrez très en colère, vous le savez, Paul, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, je le sais, mais je ne peux rien y faire, répondit-il. Je pourrais vous obliger à y faire quelque chose, moi. Je pourrais vous obliger à parler. Mais elle avait l'air frustrée, comme si elle n'ignorait pas que c'était impossible. Elle pouvait lui faire dire certaines choses, mais pas l'obliger à raconter. Annie, est-ce que vous vous souvenez quand vous m'avez parlé des enfants que leur mère attrape en train de jouer avec des produits dangereux sous l'évier et qu'elle les oblige à s'arrêter? Maman, tu es méchante. N'est-ce pas ce que vous êtes en train de me dire en ce moment? Paul, vous êtes méchant? Si vous me mettez encore plus en colère, je ne serai plus responsable de rien, répliqua-t-elle. Mais il sentit que le gros de la crise venait de passer. Elle était étrangement vulnérable à ces concepts de discipline et de comportement. Eh bien, c'est un risque qu'il faut courir, parce que je suis exactement comme cette mère. Je ne vous dis pas de ne pas être méchante, je n'essaye pas de vous contrarier. Je vous réponds non, parce que je veux que l'histoire vous plaise vraiment. Et si je fais ce que vous me demandez, vous n'allez pas l'aimer et vous n'en voudrez plus. Et qu'est-ce qui m'arrivera alors, hein, Annie? Pensa-t-il en se gardant de le dire à voix haute. Mais dites-moi au moins si le nègre Ézéchias sait vraiment où se trouve le père de Misérie. Vous pouvez bien me dire ça. Mais voulez-vous un roman ou voulez-vous que je réponde à un questionnaire? Oh, ne prenez pas ce ton méprisant avec moi, hein? Alors ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce que je vous explique, rétorqua-t-il, criant lui aussi. Elle eut un mouvement de recul, surprise et mal à l'aise, mais son expression sombre et morose s'évapora, et il ne resta plus sur son visage que cet air étrange de petite fille se sentant coupable. Vous voulez tuer la poule aux œufs d'or? Voilà à quoi cela revient, reprit-il. Mais dans l'histoire, quand le fermier finit par la tuer, tout ce qui lui reste est une poule morte et un paquet de boyaux inutiles. Très bien, Paul. Allez-vous finir votre glace? Non, je n'ai plus faim, dit-il. Oh, je vois, je vous ai énervé. Je suis désolé. Je suppose que vous avez raison. J'ai eu tort de vous demander ça. Elle était de nouveau parfaitement calme. Il s'était attendu à ce que suivît une nouvelle période de profonde dépression ou de rage, mais il n'y avait rien eu de tel. Ils étaient simplement retombés dans leur routine habituelle. Paul écrivant, Annie lisant sa production quotidienne, et suffisamment de temps avait passé entre la dispute et la dactylotomie pour qu'il n'eût pas fait le lien, jusqu'à maintenant. J'ai rouspété pour cette histoire de machine à écrire, pensa-t-il, contemplant la vieille royale tout en écoutant le bourdonnement de la tondeuse à gazon. Il lui semblait moins puissant maintenant, et il ne se rendait que vaguement compte que ce n'était pas parce que Annie s'éloignait, c'était lui qui prenait du champ. Il s'endormait. Cela lui arrivait souvent en ce moment. Il s'endormait comme un vieux gâteux dans un hospice. Pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup rouspété cette fois-là, mais une fois est une fois de trop, non? Plus que suffisante. C'était quand? Une semaine après le coup de cet immonde dessert? À très peu de choses près, oui. Juste une semaine et un coup de gueule. À propos des clunks, des touches mortes qui me rendaient cinglé, je ne lui ai même pas suggéré d'acheter une autre occasion chez sa Nancy Courlépute, ou je sais pas comment elle s'appelle, une occasion avec des touches intactes. J'ai simplement dit que ces clunks me rendaient fou, et alors, le temps de le dire, vous avez vu le pouce gauche de Paul, eh bien, vous ne le voyez plus. Sauf qu'elle ne l'a pas vraiment fait parce que j'avais râlé à propos de la machine. Elle l'a fait parce que je lui ai dit non et qu'elle a été obligée de l'accepter. C'était un acte de rage. La rage était le résultat d'une prise de conscience. Mais laquelle? Eh bien, qu'elle n'avait pas toutes les cartes en main, après tout. Que je disposais d'une certaine emprise passive sur elle. Le pouvoir du il faut que. En fin de compte, je fais une très honnête chez Razad. C'était dément, c'était comique, c'était aussi bien réel. Il pouvait être des millions à se moquer, mais c'était parce qu'il n'arrivait pas à prendre conscience de l'influence insidieuse que l'art, même un art aussi dégénéré que le roman populaire, peut avoir.
Les femmes au foyer organisent leur emploi du temps en fonction des feuilletons de l'après-midi. Si jamais elles retournent sur le marché du travail, acheter un magnétoscope devient rapidement une priorité pour qu'elles puissent regarder ces mêmes feuilletons le soir. Lorsque Arthur Conan Doyle tua Sherlock Holmes aux chutes Reichenbach, toute l'Angleterre victorienne s'était levée comme un seul homme pour exiger son retour. Le ton des protestations avait été exactement le même que celui d'Annie, non pas affligé mais scandalisé. Doyle eut droit aux réprimandes de sa propre mère lorsqu'à l'occasion d'une lettre, il lui fit savoir son intention de se débarrasser de Holmes. La réponse, indignée, arriva par retour de courrier. « Comment ? Tuer ce charmant monsieur Holmes ? Mais c'est de la folie, il n'en est pas question !» Et son ami Gary Rudman, employé à la bibliothèque publique de Boulder. Un jour que Paul était passé le voir, il avait trouvé les stores baissés et un voile de crêpe sur la porte. Inquiet, Paul avait frappé jusqu'à ce qu'il obtînt une réponse de Gary. « Laissez-moi, lui avait dit Gary. Je me sens déprimé aujourd'hui. Quelqu'un est mort. Quelqu'un d'important pour moi. » Lorsque Paul lui avait demandé qui, il avait répondu d'une voix fatiguée. « Van der Wack. » Puis Paul l'avait entendu s'éloigner de la porte, et Gary ne réapparut pas quand il frappa de nouveau. Il s'avéra que Van der Wack était un personnage de fiction, un détective créé, puis détruit, par un écrivain du nom de Nicolas Freeling. Paul avait eu la conviction que la réaction de Gary était non seulement simulée, mais avait fait l'objet d'une mise en scène ostentatoire. Bref, qu'il avait posée. Il garda cette conviction jusqu'en 1983, année où il dévora Le Monde selon Garp. Il commit l'erreur de lire la scène où le jeune fils de Garp meurt, empalé sur le levier de changement de vitesse, peu avant de se coucher. Il lui fallut des heures pour s'endormir. Il n'arrivait pas à chasser la scène de son esprit. L'idée qu'il était absurde d'éprouver du chagrin pour la mort d'un personnage de fiction ne manqua pas de lui traverser l'esprit, tandis qu'il se tournait et se retournait dans son lit. Car c'était exactement ce qu'il éprouvait, du chagrin. De l'avoir compris ne l'avait pas pour autant aidé, et il s'était soudain demandé si Gary Rudman n'avait pas été beaucoup plus sérieux à propos de Van der Wack que Paul ne l'avait tout d'abord cru. Et du coup, un souvenir plus ancien avait refait surface. Il avait 12 ans. Il venait juste de finir Sa Majesté des Mouches de William Golding par une chaude journée d'été, et il était allé jusqu'au réfrigérateur avec l'idée de prendre un verre de limonade bien fraîche, lorsqu'il avait soudain changé de direction et d'allure pour se précipiter dans la salle de bain. Penché sur les toilettes, il avait alors vomi. Paul se souvint brusquement d'autres exemples de cette étrange manie. Comme les gens, par exemple, envahissaient chaque mois les quais de Baltimore lorsqu'arrivait la nouvelle livraison de La Petite Dorrit ou de Oliver Twist de Dickens. Il y avait eu des noyés, ce qui n'avait pas découragé les autres. Cette vieille femme âgée de 105 ans qui avait déclaré qu'elle vivrait jusqu'à ce que ce bon monsieur Galsworthy eût fini la saga des Forsyth et qui était morte moins d'une heure après qu'on lui avait fait la lecture de la dernière page du dernier volume. Ou de ce jeune alpiniste hospitalisé dans un tel état d'hypothermie que les médecins l'avaient condamné et à qui ses amis avaient lu Le Seigneur des Anneaux sans interruption pendant 24 heures, jusqu'à ce qu'il sortît du coma, et des centaines d'autres incidents de ce genre. Chaque auteur de best-seller de fiction, supposait-il, devait avoir son propre exemple personnel d'un lecteur complètement envoûté par le monde de faux-semblants qu'il avait créé. Autant d'exemples du complexe de Scheherazade, se disait Paul, rêvassant tandis que le ronflement de la tondeuse à gazon enflait et s'éloignait, son lointain gonflé d'échos. Il se souvint de 2 lettres suggérant la création de parcs d'attractions sur le thème de Misery à l'échelle de Disneyland. Un plan grossier accompagnait même l'une de ces lettres. Mais celle qui tenait le pompon, si l'on acceptait Annie Wilkes et l'entrée fracassante qu'elle avait faite dans sa vie, était une certaine Madame Romance Sandpiper de Ink Beach en Floride. Madame Sandpiper, dont le prénom était Virginia, avait transformé l'une de ses chambres de sa maison en salon Misery. Elle avait envoyé des photos Polaroid du rouet de Misery, de l'écritoire de Misery, enrichi d'une lettre de remerciement adressée à M. Faveret, qui précisait qu'elle honorerait de sa présence la fête de l'école du 20 novembre, et rédigée d'une écriture qui parut à Paul convenir surnaturellement à son héroïne, non pas ronde et fleurie, mais appliquée et à demi féminine. Et également dans la chambre, le canapé de Misery, l'album de Misery, avec ses aphorismes comme « Laissez-vous instruire par l'amour, n'essayez pas de l'instruire », etc., etc. Le mobilier, précisait Madame Romance Sandpiper dans sa lettre, était entièrement authentique, sans une seule copie. Paul n'avait aucun moyen d'en être sûr, mais soupçonnait qu'elle disait la vérité. Si c'était le cas, cet échantillonnage de trompe-l'œil avait dû coûter des millions de dollars à Madame Romance Sandpiper. Madame Romance Sandpiper se hâtait de préciser dans sa lettre
qu'elle ne se servirait pas du personnage créé par Paul pour faire de l'argent, ni maintenant ni plus tard, mais qu'elle tenait en revanche à ce qu'il vît les photos et si possible ce qui n'allait pas. Certainement beaucoup de choses selon elle. Madame Roman Sandpiper espérait aussi qu'il voudrait bien lui donner son opinion. Contempler ces clichés lui avait fait une impression étrange, surnaturellement intangible. L'impression de regarder des photos de sa propre imagination. Dès cet instant, il sut qu'à chaque fois qu'il voudrait imaginer le petit appartement privé de Misery, les polaroïdes de Madame Roman Sandpiper lui viendraient immédiatement à l'esprit et obscurciraient son imagination de leur matérialité joyeuse mais unidimensionnelle. Lui dire ce qui n'allait pas ? De la folie furieuse. À partir de ce moment, ce serait lui qui n'aurait de cesse de se poser la question. Il avait répondu par un mot bref, où il la félicitait et disait son admiration, mot qui ne tenait aucun compte de certaines questions qu'il s'était posées à propos de Madame Roman Sandpiper, comme jusqu'à quel point était-elle ma boule. Il avait reçu par retour de courrier une deuxième lettre, bourrée d'une nouvelle série de polaroïdes. Il y avait, dans le premier envoi de Madame Roman Sandpiper, une lettre de 2 pages et 7 clichés. Dans le second, une lettre de 10 pages et 40 polaroïdes. La lettre était l'historique complet, et finalement épuisant, des aventures de Madame Roman Sandpiper pour trouver chacun des objets. Elle précisait combien elle les avait payés et comment il avait fallu les restaurer. Madame Roman Sandpiper disait aussi avoir rencontré un homme du nom de McKibbon qui possédait un fusil à écureuil et qu'elle avait persuadé de tirer une balle sur le mur à côté de la chaise. Si Madame Roman Sandpiper ne pouvait garantir l'authenticité de l'arme, elle était sûre en revanche du calibre. Les photos consistaient surtout en détails pris de près. S'il n'y avait eu les légendes écrites au dos, il aurait tout aussi bien pu s'agir de ces détails agrandis, soumis comme énigmes dans certains magazines, où l'on prend un bras de compas pour un pylône, ou le couvercle à arrachement d'une boîte de bière pour une sculpture de Picasso. Paul n'avait pas répondu à cette lettre, ce qui n'avait pas découragé Madame Roman Sandpiper, laquelle en avait envoyé 5 de plus, les 4 premières avec d'autres photos, avant d'y renoncer, étonnée et légèrement mortifiée. Sa dernière missive avait été signée avec raideur « Madame Roman Sandpiper ». L'invitation, pourtant faite si pathétiquement de l'appeler Virginia, avait disparu. En dépit de leur côté fortement obsessionnel, les sentiments de cette femme n'avaient jamais débouché sur la fixation paranoïaque d'Annie Wilkes, mais Paul comprenait maintenant qu'ils avaient une même source. Le complexe de Scheherazade, le profond et élémentaire pouvoir de fascination du « il faut que ». Il dériva encore plus et s'endormit. Pendant cette période, il ne cessa de s'assoupir comme les vieillards s'assoupissent, soudainement et parfois aux moments les moins appropriés, et de dormir comme dorment les vieillards, c'est-à-dire séparés de l'état de veille par le voile le plus fin. Il continua d'entendre le ronflement de la tondeuse à gazon, mais le son était devenu plus profond, plus rude, plus haché, un bruit de couteau électrique. Il avait choisi le mauvais jour pour se plaindre de la royale et de ses haines manquant. De toute façon, les bons jours pour dire non à Annie Wilkes n'existaient pas. Si la punition pouvait à la rigueur être différée, on n'y échappait pas. « Eh bien, puisque ça vous embête tellement, il ne me reste qu'à trouver un moyen de vous faire penser à autre chose qu'à ce vieux N. » Il l'avait entendu qui fouillait dans la cuisine, jetait des choses et jurait dans son étrange langage vilquésien. 10 minutes plus tard, elle arrivait avec la seringue, la bétadine et le couteau électrique. Paul avait immédiatement commencé à crier. Il était devenu, en un certain sens, comme un chien de Pavlov. Au son de la cloche, le chien de Pavlov salivait. À la vue d'Annie, entrant dans la chambre d'amis avec la seringue, la bétadine et un objet tranchant, Paul criait. Lorsqu'elle avait branché le couteau dans la prise, à côté du fauteuil roulant, Paul s'était mis à hurler, puis à supplier et à promettre tout ce qu'elle voudrait. Et quand il voulut l'empêcher de le piquer, elle lui dit de se tenir tranquille, sans quoi ce qui allait lui arriverait sans les bénéfices de l'anesthésie. Et comme il continuait à s'écarter de l'aiguille en miaulant ses supplications, Annie lui fit clairement comprendre que puisqu'il voyait les choses ainsi, elle ferait peut-être mieux de carrément se servir du couteau pour lui ouvrir la gorge, comme ça la question serait réglée. Il s'était alors tenu tranquille et lui avait laissé faire l'injection. Cette fois-ci, elle répandit la bétadine à la fois sur le pouce gauche et la lame de couteau, et se mit à éparpiller des gouttelettes brunâtres quand elle le fit démarrer, et il y eut à la fin, bien entendu, d'autres gouttelettes plus rouges qui volèrent en tous sens. Car lorsqu'Annie avait décidé de faire quelque chose, elle le faisait jusqu'au bout. Annie ne se laissait pas impressionner par les supplications, elle ne se laissait pas impressionner par les cris, Annie avait le courage de ses convictions.
Et tandis que la lame s'enfonçait, avec une vibration bourdonnante, dans la chair tendre qui reliait la main à ce qui n'allait pas tarder être son défunt pouce, elle l'avait de nouveau assuré, de son ton « ça fait plus mal à maman qu'à Polly », qu'elle l'aimait. Puis, cette nuit-là, tu ne rêves pas, mon petit Paul. Tu penses à des choses auxquelles tu n'oses pas penser quand tu es réveillé. Alors réveille-toi, vieux, pour l'amour du ciel, réveille-toi. Mais il ne pouvait pas se réveiller. Elle lui avait coupé le pouce le matin, et le soir même, elle arrivait toute guillerette dans la chambre où il était assis, hébété de drogue et de douleur, la main gauche bandée, appuyée contre la poitrine, et lui offrait un gâteau tout en beuglant « Joyeux anniversaire !» de sa voix monocorde, sans timbre, bien que ce ne fût pas son anniversaire, et il y avait des bougies sur tout le pourtour du gâteau, et dressé au beau milieu du glaçage, comme une bougie supplémentaire, il y avait son pouce mort, gris, avec l'ongle légèrement irrégulier, parce qu'il lui arrivait parfois de le ronger quand il ne trouvait pas un terme, et elle lui avait dit « Si vous promettez d'être gentil, Paul, vous aurez un morceau de gâteau, mais vous ne serez pas obligé de goûter à la bougie spéciale. » Et il avait donc promis d'être gentil garçon, parce qu'il ne tenait pas à être forcé de manger de la bougie spéciale, mais aussi parce que Annie était admirable, Annie était bonne. Remercions-la pour la nourriture qu'elle nous donne, y compris ce qu'elle ne nous oblige pas à manger, veut juste s'amuser un peu, sauf que ça tourne un peu à la perversité. Je vous en prie, ne m'obligez pas à manger mon pouce, Annie. Maman, Annie déesse, quand Annie est dans le coin, vaut mieux rester honnête. Elle sait si on a dormi, elle sait si on est réveillé. Elle sait si on a été gentil ou méchant. Alors sois gentil au nom de la déesse. Vaut mieux ne pas pleurer, vaut mieux ne pas bouder, surtout vaut mieux ne pas crier. Ne crie pas, ne crie pas, ne crie pas. Mais il n'avait pas crié. Et maintenant, sur le point de se réveiller, il reprit conscience avec un violent sursaut qui lui fit mal partout, sans se rendre compte qu'il avait les lèvres serrées et comprimées pour retenir son cri à l'intérieur, alors que la dactylotomie datait maintenant d'1 mois. Il était tellement obnubilé par le besoin de ne pas crier qu'il fut quelques instants sans remarquer ce qui arrivait dans l'allée, et que lorsqu'il le vit, il pensa tout d'abord à avoir affaire à un mirage. C'était une voiture de la police d'État du Colorado. À la suite de l'amputation de son pouce, Paul était passé par une sombre période, au cours de laquelle, en dehors de son travail sur le roman, il ne réussit à faire qu'une chose, compter les jours qui s'écoulaient. C'était devenu chez lui un besoin pathologique, et il lui arrivait parfois de passer jusqu'à 5 minutes, perdu dans son habitude, à compter, recompter et vérifier qu'il n'en avait oublié aucun. « Je deviens aussi cinglé qu'elle, pensa-t-il une fois. Fatigué, son esprit lui avait répondu. Et alors ? Il avait rudement bien travaillé sur le livre après la perte de son pied, pendant ce que Annie avait appelé, avec son sens particulier de la litote, sa période de convalescence. Non, rudement bien était de la fausse modestie, s'il pouvait encore en être capable. Il avait travaillé de manière stupéfiante, pour un homme qui considérait autrefois comme impossible d'écrire s'il était à court de cigarettes ou victime d'un mal de tête un peu insistant. Il aurait aimé se dire qu'il avait fait preuve d'héroïsme, mais sans illusion, il préférait mettre cela sur le compte de son besoin d'évasion, car il avait horriblement souffert. Lorsque le processus de cicatrisation se mit finalement en place, il trouva que la démangeaison fantôme du pied, qu'il n'avait plus, était encore plus atroce que la douleur. C'était la voûte plantaire de son pied disparu qui le tarabustait le plus. Il ne cessait de s'éveiller au cours de la nuit, le gros orteil de son pied droit grattant l'air 10 centimètres en dessous de l'endroit où se terminait maintenant sa jambe gauche. Mais il s'était néanmoins acharné au travail. Ce ne fut qu'après la dactylotomie et ce bizarre gâteau d'anniversaire, comme le relief d'un repas de « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?» que les boules de papier froissé s'étaient mises à se multiplier dans la corbeille à papier. Il perd un pied, il en crève presque, il continue de travailler. Il perd le pouce et commence à connaître toutes sortes de difficultés bizarres. C'est au contraire qu'il aurait fallu s'attendre, non ? D'accord, il y avait eu cet accès de fièvre. Il avait passé toute une semaine au lit à cause de cela. Mais rien de bien spectaculaire, il n'avait jamais dépassé le 38,5. Pas de quoi en faire un drame. Fièvre probablement due à son état général délabré, plutôt qu'à quelque infection particulière, et ce n'était pas une petite saleté de fièvre qui risquait de poser un problème à Annie. Parmi son lot de souvenirs des hôpitaux, elle avait une ample réserve d'ampicilline et d'autres antibiotiques. Elle lui en administra et son état s'améliora, dans la mesure où il pouvait s'améliorer en de telles circonstances, évidemment. Mais quelque chose n'allait pas. On aurait dit qu'il avait perdu un élément vital, un ingrédient de base, et la mayonnaise n'arrivait pas à prendre. Il essaya d'accuser les N manquants, mais il s'en était bien accommodé auparavant.
Et franchement, qu'est-ce que c'était un N manquant, comparé à un pied manquant, et maintenant, pour comble de mesure, à un pouce manquant? Quelle que fût la raison, quelque chose était venu déranger son rêve, quelque chose qui amenuisait la circonférence de ce trou dans le papier à travers lequel il voyait. Naguère, il l'aurait juré, le trou avait été aussi gros que l'entrée du tunnel sous la Manche. Maintenant, il avait la taille d'un nœud de bois éjecté de la palissade d'un chantier, à la hauteur duquel se baisserait un badaud pour vérifier la progression des travaux. Il fallait se tordre le cou pour voir quoi que ce soit, et la plupart du temps, les choses importantes restaient hors du champ de vision, ce qui était bien normal étant donné l'angle auquel le trou se trouvait réduit. Ce qui s'était produit, après l'ablation du pouce et l'accès de fièvre ayant suivi, était évident en termes pratiques. Le style du livre était redevenu alambiqué et exagéré. Il n'en était pas encore au stade de l'autodérision, en tout cas pas tout à fait, mais il dérivait régulièrement dans cette direction et paraissait impuissant à en inverser le mouvement. Les incohérences s'étaient mises à se multiplier, avec cette furtivité des rats se reproduisant dans les coins d'une cave. Pendant 30 pages, le baron était devenu le vicomte de Misery's Quest. Il eût fallu tout jeter et recommencer. « Ça n'a pas d'importance, Paul », ne cessa-t-il de se répéter au cours des journées qui précédèrent celles où la royale recracha successivement les T et les E. Le foutu machin est presque terminé, et telle était la vérité. Travailler dessus était une torture, le finir signifierait aussi la fin de sa vie. Que ceci commença à lui paraître légèrement plus attirant que cela en disait probablement assez long sur la dégradation de son état, physiquement, psychiquement, spirituellement. Le livre avançait, cependant, en dépit de tout, comme s'il était indépendant de cet état. Les ruptures et les incohérences restaient des inconvénients, somme toute mineurs. Il avait davantage de problèmes pour ce qui était de rendre les choses réalistes. Autrement dit, le jeu de « sauras-tu » était devenu un laborieux exercice au lieu d'un amusement sympathique. Malgré tout, le livre avait continué sa progression, en dépit des épreuves horribles auxquelles Annie l'avait soumis. Et il pouvait bien rouspéter qu'il avait perdu quelque chose, ses tripes d'écrivain en quelque sorte. Avec le demi-litre de sang répandu lorsqu'elle l'avait privé de son pouce, le fait était là. Il avait écrit un sacré bon bouquin, de loin le meilleur de la série des Misery. L'intrigue était certes mélodramatique à souhait, mais très bien ficelée, à sa manière modeste, fort amusante. Et si jamais l'ouvrage devait connaître une autre édition que celle drastiquement limitée à un exemplaire, premier tirage des éditions Annie Wilkes, il était sûr qu'il allait se vendre comme des petits pains. Oui, il pensait pouvoir l'achever, pourvu que la foutue machine à écrire ne tombât pas davantage en morceaux. Et dire que tu te prenais pour un costaud, avait-il pensé une fois, après l'un des exercices physiques qu'il s'obligeait à faire. Ses bras amaigris tremblaient, le chicot qui restait de son pouce le brûlait douloureusement, et une sueur huileuse collait à son front. Tu te prenais pour le jeune malfrat qui s'apprête à ne faire qu'une bouchée de cette vieille carne de shérif, non ? Sauf que tu as déjà perdu une barre de lettres, et qu'on commence à voir que quelques autres, la T, la E, et la G notamment, se mettent à avoir une drôle d'allure, penchés un coup d'un côté, un coup de l'autre, légèrement au-dessus de la ligne, légèrement au-dessous. Je me dis que la vieille carne fatiguée est en passe de te battre à plate couture, de te battre à mort. Et il n'est pas impossible que la salope le sache. C'est peut-être pour ça qu'elle m'a enlevé le pouce gauche. Comme le dit le proverbe, cinglé peut-être, idiote sûrement pas. Il avait jeté à la machine à écrire un regard à la fois intense et fatigué. « Vas-y, casse, de toute façon je finirai. Si elle veut me donner une remplaçante, je lui dirai gentiment merci, mais sinon je continuerai sur mes foutus blocs de papier brouillon. Il y a une chose, une seule que je ne ferai pas, crier. Je ne crierai pas. Je crierai pas. Je ne crierai pas. » Pétrifié près de la fenêtre, complètement réveillé maintenant, parfaitement conscient que la voiture de police qu'il voyait dans l'allée d'Annie était aussi réelle que l'était naguère son pied gauche. « Mais hurle, nom de Dieu, hurle donc !» Il voulait le faire, mais l'interdit était trop puissant, simplement trop puissant. Il n'arrivait même pas à ouvrir la bouche. Il essaya, et vit les gouttelettes de bétadine qui volaient de la lame du couteau électrique. Il essaya, et entendit le grincement de la hache contre son tibia, le flomp étouffé lorsque l'allumette enflamma le Burns-O-Matic. Il voulut ouvrir la bouche et n'y parvint pas. Il voulut lever les mains, impossible. Un horrible gémissement étouffé passa entre ses lèvres serrées, et ses mains produisirent un léger tambourinement de chaque côté de la royale, mais ce fut tout ce qu'il put faire, le seul contrôle apparemment qu'il put prendre sur sa destinée. Rien de ce qui était arrivé auparavant,
Sauf peut-être cet instant où il s'était rendu compte que son pied restait immobile alors qu'il pouvait faire bouger sa jambe gauche, n'avait été aussi effroyable que cette infernale paralysie. En temps réel, elle ne dura pas très longtemps, 5 secondes peut-être, en tout cas pas plus que 10. Mais dans la tête de Paul Sheldon, elle parut se prolonger pendant des années. Là, bien en vue, était le salut. Il suffisait simplement de casser la vitre et la muselière que cette salope lui avait serrée sur le museau, puis de hurler « Au secours, sauvez-moi, Danny, sauvez-moi de la déesse !» En même temps, une autre voix hurlait en lui « Je serai gentil, Annie, je ne crierai pas. Je serai gentil pour l'amour de la déesse. Je promets d'être gentil. Simplement, ne m'enlevez pas un autre morceau. » S'était-il douté, avant cela? S'était-il véritablement douté à quel point elle l'avait dompté, ou à quel point son moi profond, lumière et vie de son esprit, avait été émietté? Il n'ignorait pas à quel degré elle l'avait constamment terrorisé, mais savait-il dans quelle mesure sa propre réalité subjective, si solide encore quelques mois auparavant que pour lui elle allait de soi, avait été effacée? Une seule réalité lui paraissait sûre. Il était victime de quelque chose de bien plus grave qu'une simple paralysie de la langue, de même que dans ce qu'il écrivait, il y avait bien plus grave que les barres de lettres manquantes, la fièvre ou les incohérences qui se glissaient partout, voire même que la perte de ses tripes d'écrivain. La vérité de tout cela était d'une horreur absolue dans sa simplicité, non dans son épouvantable simplicité. Il mourait par petits bouts, peu à peu, bien que ce ne fût pas aussi terrible que ce qu'il avait redouté. Non, il s'estompait, se brouillait, et c'était là la chose affreuse, car il se sentait gagné par l'imbécilité. « Ne crie pas !» n'en hurla pas moins la voix pleine de panique, lorsque le flic ouvrit la porte de son bahut et en descendit, tout en ajustant son chapeau de flic, un smokey-bear. Il était jeune, 22, 23 ans, pas davantage, et portait des lunettes de soleil tellement noires et brillantes qu'on aurait dit 2 flaques de pétrole brut. Il s'arrêta un instant pour arranger le pli de son pantalon d'uniforme kaki, tandis qu'à 30 mètres de lui, un homme aux yeux bleus exorbités, au milieu de son visage blanc mangé de barbe de jeune vieillard, le dévorait du regard de derrière sa fenêtre, gémissant bouche close, pendant que ses mains s'agitaient sur la planche posée en travers des bras de son fauteuil roulant. « Ne crie pas !»« Mais si, crie !»« Crie, et ce sera terminé !»« Crie, et cela peut finir !»« Jamais, jamais ça ne va finir. Ce gamin n'est pas de taille face à la déesse. »« Paul, ô Seigneur Jésus, es-tu déjà mort ou quoi? Mais hurle, espèce d'enfoiré de poule mouillée! Hurle à t'en faire péter le cigare !» Ses lèvres commencèrent à s'entr'ouvrir avec un minuscule bruit de choses qui se déchirent. Il prit une douloureuse bouffée d'air et ferma les yeux. Il n'avait aucune idée de ce qui allait sortir de sa bouche, en admettant qu'il en sortit réellement quelque chose, jusqu'au moment où cela arriva. « Afrique !» hurla Paul. Ses mains tremblantes s'élevèrent, semblables à des oiseaux apeurés, et vinrent se refermer de part et d'autre de sa tête, comme s'il voulait retenir l'explosion de son cerveau. « Afrique, Afrique, aide-moi, aide-moi, Afrique !» Ses yeux s'ouvrirent tout grands. Le flic regardait en direction de la maison. Paul ne pouvait pas distinguer ses yeux à cause des lunettes de soleil, mais l'inclinaison de sa tête exprimait un étonnement modéré. Il fit un pas de plus et s'arrêta. Paul regarda sur la planche. Un lourd cendrier de céramique se trouvait à la gauche de la machine. Lors d'une époque antédiluvienne, il avait peut-être été rempli de mégots de cigarettes. Il ne contenait maintenant rien de plus dangereux pour sa santé que des trombones et une gomme à machine à écrire. Il s'empara de l'objet et le jeta dans la fenêtre. Des débris de verre volèrent vers l'extérieur. Jamais Paul n'avait entendu un son aussi libérateur. Enfin, les murailles s'écroulent, pensa-t-il, pris d'ivresse. Puis il cria « Par ici, à l'aide ! Attention à la bonne femme, elle est cinglée !» Le policier le regarda et resta bouche bée. Il porta la main à sa pochette de poitrine et en tira quelque chose qui ne pouvait être qu'une photo. Il la consulta et avança jusqu'au bord de l'allée. Puis il prononça les seules paroles que Paul entendit sortir de sa bouche, les dernières paroles qu'il eut l'occasion de proférer, car elles ne furent suivies que de sons inarticulés et incompréhensibles. « Oh merde, c'est vous !» s'exclama le flic. L'attention de Paul s'était concentrée sur le policier avec une telle férocité qu'il était trop tard lorsqu'il aperçut Annie. En la voyant, il fut frappé par un sentiment d'horreur fait de superstition pure et simple. Annie était devenue une déesse, une chose à moitié femme, à moitié tondeuse à gazon, une étrange femelle centaure. Elle avait perdu sa casquette de baseball. Le visage tordu, un ricanement figé lui découvrait les dents. D'une main, elle tenait une croix de bois. Elle marquait jusqu'ici la tombe de la vache,
Numéro 1 ou 2, Paul ne s'en souvenait plus, qui avait finalement cessé de meugler. Car cette vache avait effectivement fini par mourir, et lorsque le dégel eut suffisamment ramolli le sol, Paul avait observé Annie de sa fenêtre, parfois frappée de stupeur incrédule, parfois pris d'attaques de fou rire incontrôlables, tandis qu'elle creusait tout d'abord la tombe, il lui fallut l'essentiel de la journée, puis tirait le cadavre du ruminant, lequel s'était aussi considérablement ramolli, de derrière la grange. Elle s'était pour cela servie d'une chaîne attachée à l'anneau de remorquage de la Jeep et passée autour du corps de la bête. Paul paria mentalement avec lui-même que celle-ci se couperait en deux avant d'atteindre la fosse, mais il perdit. Annie fit basculer le cadavre et se remit à remplir de nouveau vigoureusement le trou, travail qu'elle ne termina que bien longtemps après la tombée de la nuit. Paul l'avait alors vu planter la croix, puis lire la Bible sur la tombe à la lumière de la nouvelle lune qui venait de se lever. Elle tenait maintenant la croix comme une lance, la pointe noircie de terre du montant vertical directement dirigée sur le dos du policier. « Derrière vous! Attention !» hurla Paul, sachant qu'il était trop tard, mais criant tout de même. Avec un étrange gazouillement retenu, Annie plongea la croix dans le dos du malheureux. « Ah !» fit le flic en s'avançant lentement sur le gazon, le dos arqué, le ventre tendu en avant. Il avait l'expression d'un homme qui tente d'évacuer un calcul rénal ou victime d'une attaque massive de météorisme. La croix commença à s'incliner vers le sol lorsque le policier arriva à proximité de la fenêtre de Paul, dont le visage gris d'invalide s'encadrait au milieu de la vitre brisée. L'homme porta lentement les deux mains vers son dos. Il avait l'air de quelqu'un qui cherche à tout prix à gratter une démangeaison qu'il ne peut jamais véritablement atteindre. Annie était descendue de la tondeuse et restait figée, les mains posées en clocher sur la pointe de ses seins. Soudain, elle bondit en avant et vint arracher la croix du dos du flic. Il se tourna vers elle, tâtonnant pour attraper son arme de service, et Annie lui enfonça la pointe de la croix dans le ventre. « fit-il cette fois, tombant à genoux et s'étreignant le ventre à deux mains. Et comme il s'inclinait de plus en plus, Paul vit la déchirure dans la chemise de son uniforme, là où il avait reçu la première estocade. Annie libéra une deuxième fois son arme. Sa pointe était cassée et se réduisait à un chicot déchiqueté, pour la lui réenfoncer dans le dos entre les omoplates. Elle avait l'air d'une furie qui cherche à tuer un vampire. Les deux premiers coups n'avaient peut-être pas suffisamment pénétré pour faire beaucoup de dégâts, mais cette fois-ci, l'axe de la croix s'enfonça au moins de 10 centimètres dans le dos du policier agenouillé, qui s'aplatit sur le sol. « Tiens !» hurla Annie en arrachant du dos de l'homme le mémorial à sa vache crevée. « Et ça te plaît, hein, espèce de sale oiseau !»« Arrêtez, Annie !» cria Paul. Elle leva les yeux vers lui, des yeux sombres, momentanément aussi brillants que des piécettes, les cheveux en bataille autour du visage, le coin des lèvres relevé de ce sourire stupide des fous qui, au moins pour quelques instants, n'obéissent plus à aucune contrainte. Puis elle reporta les yeux sur le policier. « Tiens !» cria-t-elle à nouveau, en lui plantant la croix dans le dos, puis dans les fesses, puis dans le haut de l'une de ses cuisses, puis dans le cou, puis dans les reins. Elle le frappa ainsi une demi-douzaine de fois, hurlant « Tiens !» à chaque fois. Finalement, le montant de la croix se fendit. « Tiens !» fit-elle alors, presque sur le ton de la conversation, en repartant de la direction d'où elle était venue en courant. Juste avant de passer hors du champ de vision de Paul, elle jeta les restes sanglants de la croix de côté, comme s'ils ne l'intéressaient plus. Paul posa les mains sur les roues du fauteuil, sans très bien savoir où il avait l'intention d'aller, ni une fois qu'il y serait, ce qu'il envisageait de faire. Se rendre à la cuisine, peut-être, et y prendre un couteau ? Non pas pour essayer de la tuer, elle, oh non, elle jetterait un coup d'œil sur le couteau, puis retournerait dans la grange prendre la Winchester. Pas pour la tuer, mais pour échapper à sa vengeance, en s'ouvrant les poignets. Il ne sut jamais s'il en avait eu l'intention ou non, mais en revanche cela paraissait être une sacrée bonne idée, car c'était le moment ou jamais de sortir de scène. Il en avait jusque-là de perdre des morceaux de sa personne à chacune de ses crises de fureur. C'est alors qu'il vit quelque chose qui le laissa pétrifié sur place. Le flic était encore vivant. L'homme leva la tête. Il avait perdu ses lunettes de soleil. Paul pouvait maintenant voir ses yeux, pouvait se rendre compte à quel point il était jeune, à quel point il souffrait, à quel point il était terrorisé. Des rigoles de sang coulaient sur son visage. Il réussit à se mettre à quatre pattes, retomba, se redressa de nouveau avec la plus grande peine, puis il entreprit de ramper en direction de son véhicule. Il parcourut laborieusement la moitié de la faible pente herbeuse qui séparait la maison de l'allée, perdit l'équilibre et s'effondra sur le dos. Il resta un instant, jambes repliées, l'air aussi impuissant qu'une tortue renversée.
Il roula alors lentement sur le côté et s'attaqua à l'horrible tâche qui consistait à se remettre à genoux. Le sang assombrissait la chemise et le pantalon de son uniforme. Les marques s'agrandissaient lentement et se rejoignaient pour former des taches plus grandes encore. Le flic atteignit l'allée. Soudain, le ronflement de la tondeuse à gazon enfla. « Attention !» cria Paul de toutes ses forces. « Attention, elle revient !» Le flic tourna la tête. De l'inquiétude vint s'ajouter à l'expression hébétée de son visage, et de la main il agrippa son revolver. Il le dégaina, quelque chose d'allongé et de noir, avec un long canon et une poignée de bois brun foncé, et c'est alors que Annie réapparut, assise bien droite sur le siège et conduisant la tondeuse aussi vite qu'elle pouvait. « Descendez-la !» hurla Paul. Mais au lieu de tirer sur Annie Wilkes, avec son vieux et gros sale pétard, sa main s'empêtra sur l'arme et la lâcha. Il tendit le bras pour la rattraper. Annie fit un crochet et vint passer sur sa main et son avant-bras. Un stupéfiant jet de sang jaillit du carter d'évacuation d'herbe de la machine. L'enfant, dont le policier en uniforme, se mit à crier. Il y eut un clang perçant quand la lame de la tondeuse frappa le pistolet. Puis Annie grimpa sur la pente pour tourner plus vite, et son regard vint rencontrer un instant celui de Paul. Paul qui comprit ce que ce très bref échange signifiait. Tout d'abord le flic, lui ensuite. Le genou gisait de nouveau sur le côté. Lorsqu'il vit la tondeuse qui fonçait sur lui, il roula sur le dos et poussa frénétiquement des talons dans la poussière de l'allée pour tenter de se glisser sous la voiture, là où elle ne pourrait l'atteindre. Il n'eut même pas le temps de s'en approcher vraiment. Annie poussa les gaz de la machine à fond et grimpa sur la tête du policier. Paul aperçut une dernière fois ses deux yeux bruns à l'expression horrifiée, vit les lambeaux de la chemise kaki qui pendaient d'un bras soulevé dans un dérisoire effort pour se protéger, et lorsque les yeux disparurent, il se détourna. Le ronflement suraigu de la tondeuse s'étouffa brusquement, et il y eut une rapide série de sons hachés, étrangement liquides. Les yeux clos, Paul vomit à côté du fauteuil roulant.